Commençons. Commençons. Mes chers collègues, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, Monsieur de Bellay, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action de ces financeurs privés est large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées et d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence financière. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique, la formation commission d'enquête. Donc avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Monsieur de Bellay. Je le jure, et je n'ai pas de lien d'intérêt. Je vous remercie. Les premières auditions auxquelles nous avons procédé ont permis d'entendre les directions d'administration centrale, notamment celles en charge de la fiscalité, mais aussi de l'éducation nationale, de la culture et de la vie associative. Nous avons ensuite entendu les structures représentant le secteur de la philanthropie et le secteur associatif ou accompagnant ces acteurs dans leur démarche. Cet état des lieux doit nous permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire sans pour autant bloquer le système. Le maître mot de nos travaux sera donc la transparence. Votre audition s'inscrit dans une troisième phase de nos travaux, au cours de laquelle nous allons recevoir des acteurs évoluant dans le secteur scolaire, soit en gérant des établissements, soit en intervenant devant les élèves, dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre de programmes officiels, comme l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, les VARS. Votre audition doit nous permettre d'approfondir nos premières analyses, de mieux comprendre les enjeux réglementaires, mais aussi les évolutions et mutations que le secteur scolaire a pu connaître au cours de ces dernières années et d'envisager des évolutions quand cela sera nécessaire. Monsieur de Bellay, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction et je vous demande de ne pas dépasser 10 minutes avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Avant cela, je laisse la parole à notre collègue rapporteur, Colombe Brossel, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Bonjour, Monsieur. Merci de votre présence aujourd'hui. Comme Madame la Présidente vient de le dire, nous avons entamé depuis hier un cycle d'audition sur les établissements privés hors contrat. Ces établissements sont dans notre pays en nombre relatif, lorsqu'on compare le nombre d'élèves scolarisés par rapport aux 12 millions d'élèves scolarisés dans notre pays, on est en effet sur des effectifs qui ne sont pas importants, mais pour autant la croissance continue de la création de ces établissements hors contrat est pour nous un sujet de travail, et ce d'autant, et vous le savez, que la loi Gatel est une loi qui est une loi issue du Sénat et portée par l'une de nos collègues. Et donc, c'est évidemment pour nous un double sujet d'intérêt. Et de ce point de vue-là, la Fondation pour l'école que vous représentez est un acteur important de cet écosystème, si je peux le qualifier ainsi. Fondation reconnue d'utilité publique depuis 2008, si ma mémoire est bonne. Vous avez un rôle d'accompagnement, notamment financier, mais pas que. Et il serait utile pour nous de pouvoir vous entendre et ensuite vous poser quelques questions. Monsieur de Bellay, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, donc tout d'abord je vous remercie pour cette audition dans le cadre de cette commission d'enquête qui est ainsi pour moi l'occasion de vous présenter donc la Fondation pour l'école, donc je suis le président depuis quelques mois seulement.
Donc vous me pardonnerez éventuellement quelques imprécisions liées à cette prise de fonction récente. Donc dans ce propos liminaire, je vais aborder essentiellement 3 points. Le premier, c'est revenir sur l'objet de la Fondation en elle-même. Le second, c'est parler rapidement de la gouvernance en tant que fondation reconnue d'utilité publique. Et ensuite, je m'attarderai un petit peu plus longtemps sur les moyens que la Fondation se donne pour atteindre ses objectifs. Donc l'objet de la Fondation, la Fondation, comme vous le disiez, a été créée il y a tout juste 18 ans, en 2008, à l'initiative de 4 fondateurs, dans un contexte où les écoles hors contrat existaient depuis déjà longtemps. Donc son objet est, et ça vient directement de nos statuts, est de susciter un renouveau éducatif en France en concourant à l'essor d'établissements scolaires libres ne bénéficiant pas en l'état actuel du droit du soutien direct de l'État. Donc les écoles concernées par le travail de la Fondation pour l'école sont des établissements d'enseignement en France, allant de la maternelle au lycée et gérés de façon désintéressée, en général via des associations sans but lucratif. Donc cet objet trouve sa nécessité, entre autres, dans le fait que toute nouvelle école doit attendre au moins 5 ans avant de pouvoir prétendre à un contrat avec l'État. Donc durant cette période, ces écoles qui contribuent à l'innovation éducative ainsi qu'à la diversité de l'offre scolaire ont besoin d'être soutenues et accompagnées. Aujourd'hui, il y a donc un peu plus de 2000 écoles représentant 120 ou 130 000 élèves. Les chiffres divergent, mais c'est ce que j'ai moi. Elles sont toutes sous le contrôle de la puissance publique. Et comme nous allons le voir, la Fondation les accompagne sur différents volets, dont un qui est essentiel pour nous, respecter strictement le cadre légal. Donc quelques mots sur la gouvernance de la Fondation pour l'école. Donc elle est reconnue d'utilité publique en 2008 par un décret du Premier ministre. Et depuis 2011, elle est habilitée à abriter des fondations sous égide, dans ce qu'on appelle nos fondations abritées. Donc la gouvernance de la Fondation pour l'école est très classique et très simple. Elle est dotée d'un conseil d'administration composé de 12 membres répartis en 3 collèges, chaque membre étant élu pour 3 ans. Le conseil d'administration lie un bureau composé de 4 personnes, un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Donc le président avec le bureau assure la relation avec le directeur général qui gère la fondation au jour le jour avec les équipes. Donc en tant que fondation reconnue d'utilité publique, la fondation est soumise à un régime de transparence renforcé. Ce régime-là se traduit essentiellement par 3 obligations importantes. La première, c'est la certification des comptes par un commissaire aux comptes. La seconde, c'est la publication au journal officiel des associations et des fondations. Et le dernier, c'est la présence au conseil d'administration d'un commissaire du gouvernement qui est nommé par le ministre de l'Intérieur. Donc ce commissaire du gouvernement étant chargé de veiller au respect des statuts et au caractère d'utilité publique des actions de la Fondation. Donc pour revenir un petit peu sur les objectifs de la Fondation et de ses fondations abritées, on pourrait le résumer ainsi: aider à la création de nouvelles écoles, les accompagner dans leur développement et leur assurer un cadre aussi sécurisé que possible. Donc pour atteindre ces objectifs, la Fondation se repose essentiellement sur différents piliers d'action que je vais me permettre de détailler devant vous maintenant. Donc le premier, vous en avez parlé, c'est le soutien financier. Donc en effet, comme je le dis précédemment, les écoles ne reçoivent aucune subvention de l'État. Pour ces écoles, les charges d'investissement et de fonctionnement sont très élevées. Les locaux, les salaires, le mobilier, les assurances, la mise aux normes, etc. La liste est relativement longue. La seule source de revenus de ces écoles est le montant des scolarités qui sont payées par les familles. Donc malgré en général une gestion qui est très serrée de la part des trésoriers, le montant des scolarités reste très élevé et pèse directement et de manière significative sur le budget des familles. Donc ces écoles, pour pouvoir équilibrer un peu leur budget, ont besoin de dons. Cela leur permet de baisser les scolarités et donc d'en demander un petit peu moins en famille, dont certaines peuvent avoir des revenus modestes. C'est pour cela que notre soutien financier est essentiel. Il permet d'accompagner les écoles dans leurs investissements et même parfois, c'est la condition sine qua non de la réalisation pour elles d'un investissement indispensable. Je parle uniquement des investissements parce que de manière générale, nous ne finançons que des investissements et non pas les frais de fonctionnement des écoles dans notre politique.
Donc d'autre part, en complément à ce volet-là, la Fondation décerne en général chaque année un prix qui s'appelle le prix Étincelle. En fait, 5 prix différents qui sont accompagnés de primes allant de 3 à 15 000 euros. Donc ce prix récompense des écoles pour leur travail et leur engagement autour d'un terme qui est différent tous les ans. Cette année, le thème était « La nature et l'école, de l'émerveillement à la connaissance ». C'est une autre manière pour nous d'aider financièrement les écoles, tout en les poussant à innover dans le domaine pédagogique. Le second volet, non moins important que le premier, c'est la formation. Donc pour qu'une école fonctionne, il faut y déployer de nombreuses compétences. Il y a bien sûr celles qui sont directement liées à l'enseignement, mais aussi celles concernant la gestion des finances, les aspects RH, les aspects juridiques, l'immobilier, et encore une fois, comme tout à l'heure, la liste est longue. Le pôle formation de la Fondation est celui qui mobilise dans nos équipes le plus de personnes, parce que nous essayons de répondre au mieux à l'ensemble des besoins dans ce secteur-là. Donc l'Académie pour l'école, qui est le nouveau nom de notre pôle formation et de notre formation, propose de nombreuses formations à destination des étudiants, des directeurs, des professeurs et des éducateurs, mais aussi à destination des administrateurs sur lesquels repose la stratégie et le développement des écoles. Donc nous avons donc un catalogue de formations qui est bien fourni. Les sujets et les formats de ces formations que nous proposons sont variés. Par exemple, nous avons la formation initiale et continue pour les futurs instituteurs et que nous dépensons depuis de nombreuses années. Nous avons des parcours spécifiques à la création et à la gestion d'établissements scolaires dans lesquels nous abordons des aspects aussi variés que le droit du travail, la sécurité ou la bonne gouvernance. Nous avons aussi des formations pédagogiques sur des thèmes différents comme mettre en place la classe dans la nature, harmoniser son projet pédagogique avec les obligations du socle commun ou encore dyslexie, autisme au potentiel, comprendre nos élèves pour mieux les accompagner. Donc ces formations peuvent être faites aussi directement dans les écoles afin de simplifier l'organisation pour les écoles pour lesquelles nous assurons ces prestations. Le volet suivant concerne le soutien juridique et opérationnel. Donc les écoles font face à de nombreux défis et de problèmes dans leur gestion quotidienne. Donc la Fondation leur apporte un soutien juridique et opérationnel gratuit, quelle que soit leur situation. Cette aide peut concerner donc des aspects juridiques, mais aussi financiers, immobiliers, RH et aussi de relations avec les services de l'éducation nationale. Donc notre accompagnement, l'accompagnement de la Fondation pour l'école, s'ajoute à cela un accompagnement de la création d'écoles sur les questions pédagogiques, l'organisation, la gouvernance, les structures juridiques, et tout cela fait encore une fois partie du soutien que nous proposons aux écoles. Donc en complément de cela, la Fondation diffuse des ouvrages pédagogiques via son partenaire Critérion, qui sont essentiellement des manuels scolaires conçus pour les classes à petits effectifs ou des cahiers d'exercices pour la remise à niveau pendant les vacances. Donc pour les écoles qui sont en cours de développement et qui souhaitent faire progresser l'organisation, la Fondation propose une démarche de certification qualité. C'est un audit de quelques jours qui permet d'établir un diagnostic, d'identifier des points d'amélioration et d'établir un plan d'action qui pourra être suivi par l'ensemble des acteurs de l'école. En parallèle de tout cela, la Fondation cherche à favoriser les liens et les rencontres entre les différentes écoles, afin qu'elles puissent partager leurs enjeux, les sujets du moment et leur expérience. Pour cela, nous organisons différents événements comme des cafés virtuels mensuels pour les écoles, des rencontres inter-écoles régionales, des réseaux professionnels thématiques, le Salon de la liberté solaire, qui s'appelle l'IPSCO, ou la Convention des écoles libres. Afin aussi de faciliter ces échanges, nous mettons à disposition en ligne un annuaire des écoles libres et une plateforme dédiée aux recherches d'emploi et aux offres d'emploi. Le dernier volet que je vais aborder aujourd'hui, c'est le plaidoyer. Donc, le travail que nous menons au quotidien avec les écoles et les interactions que nous avons avec leurs équipes nous donnent une vision assez globale des sujets et des enjeux qu'elles rencontrent. Cela nous amène aussi à constater un certain nombre de dysfonctionnements ou de discriminations touchant ces écoles ou leurs familles. Concernant ce sujet-là, ça peut aller d'un calendrier inadapté pour les épreuves du bac
ou la non-assistante aux familles qui ont un enfant handicapé et qui se voient refuser les aides de prise en charge des trajets ou des AESH dès lors qu'elles se tournent vers une école hors contrat. Donc, sur la base de cette expérience que nous avons, nous remontons régulièrement des éléments auprès des pouvoirs publics ou auprès des élus. Nous pouvons faire des propositions qui sont parfois prises en compte, comme ce fut le cas pour l'adaptation du calendrier du bac, où les épreuves ont été regroupées en fin d'année scolaire, alors que ce n'est pas ce qui était prévu au départ. Un autre exemple est que la plupart des écoles hors contrat ne refusent pas par principe de passer sous un contrat avec l'État. Le contrat simple pourrait être une bonne solution d'intégration, ce qui est le cas déjà en l'occurrence dans le primaire. Mais malheureusement, ce statut a été supprimé, je crois, dans les années 80 pour le secondaire. Donc notre proposition serait d'étendre ce contrat simple à l'ensemble du cycle scolaire, sachant que c'est un contrat qui est moins exigeant et moins subventionné que le contrat d'association classique. Donc voilà, nos moyens, de manière générale, étant relativement limités, cette activité de plaidoyer n'est pas très développée, malgré le fait que les sujets soient nombreux. Donc, quelques mots de conclusion. Donc, comme vous pouvez le constater, l'aide apportée à la Fondation aux écoles libres comporte de nombreux volets. Il est loin de ce que nous voudrions faire, car les besoins sont immenses, mais nos moyens restent limités. Cette action va bien au-delà du soutien financier. Nous pensons que nous aidons efficacement les écoles dans les phases de création et de développement, que nous participons à leur professionnalisation donc via les différents volets dont j'ai parlé, et que nous facilitons les échanges avec la puissance publique et en général, et plus particulièrement avec le ministère de l'Éducation nationale. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, je vais passer la parole à la rapporteure pour ces questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, pour ce propos introductif. J'avais en effet quelques questions à partir notamment de votre présentation. Dans l'ordre ou pas d'ailleurs, en suivant vos propos. Si je reviens sur votre statut de fondation abritante, vous avez donc 9 fondations abritées qui sont présentées sur votre site internet: la Fondation Lettres et Sciences, la FEDEI Sud, la Fondation du Nord, la Fondation Prolibéris, la Fondation Potentiel et Talent, la Fondation Kefas, la Fondation des Académies Musicales, la Fondation Excellence Ruralité et la Fondation Alliance Plantatio. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont, du point de vue de la Fondation pour l'école, les critères d'acceptation d'une fondation abritée? Comment est-ce que vous avez des critères de sélection ou non? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser d'accueillir des fondations abritées et dans ce cas-là, pourquoi? Je vous les pose une par une. Alors, sur ce sujet-là, d'abord, on n'a pas nécessairement des demandes ou des opportunités de créer une nouvelle fondation abritée très régulièrement. Ce n'est pas un sujet et à ma connaissance, depuis que je suis président, ça n'est pas arrivé. On a eu parfois quelques échanges sur ce sujet-là, mais ce n'est pas nécessairement une actualité très récurrente au sein soit du bureau, soit de la fondation. Ceci dit, pour répondre à votre question, les critères. D'abord, le premier critère qui est essentiel, c'est que ces fondations abritées doivent avoir un objet qui est complètement aligné à celui de la Fondation pour l'école. Donc tel que je l'ai décrit et tel que nos statuts ou l'ensemble des documents que nous avons soient dedans. Il faut que le projet soit aussi désintéressé, autant que la Fondation pour l'école elle-même, et que son but soit non lucratif. Pardon ? C'est peut-être structurellement le cas, je ne sais pas.
Et donc, comme je le disais, il faut que la Fondation soit conforme à notre objet social et qu'elles aient dans l'objectif de réaliser la même chose que nous. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en a pas nécessairement énormément. Voilà. Merci beaucoup. Je regardais, j'ai d'autres questions un peu plus financières à vous poser. Je regardais vos rapports d'activité, puisqu'en effet, vous avez là-dessus et une obligation et un respect des obligations de transparence d'une FRUP. Et je lisais que sur votre bilan financier, alors si j'ai bien compris que vous effectuez en année scolaire, oui. Donc, on est sur le dernier 2024-2025. Je dis les choses rapidement. Produits liés à la générosité du public, dont des particuliers, à peu près 5 millions d'euros. Et je m'interrogeais, donc vous avez, 317 000 euros de dons d'entreprise, et je m'interrogeais et sur la nature et sur le montant important des produits non liés à la générosité du public qui sont de l'ordre de 1,5 million d'euros. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, dans ce palier-là, donc la Fondation pour l'école, comme je vous l'ai expliqué, a un pôle formation qui est relativement important. Et ce pôle formation est d'une part, et c'est dans ce montant-là, financé en partie par la taxe d'apprentissage, donc que nous ne considérons pas liée à la générosité du public, qui représente de mémoire sur l'exercice dont on parle à peu près 200 000 euros. Et ensuite, les formations, elles sont payantes. Donc même si nous essayons de les rendre les moins chères possibles, elles sont nécessairement payantes, puisqu'il nous faut organiser les formations, recruter des intervenants, intervenir dans les écoles. Et c'est essentiellement ce point qui est géré qui est lié non à la générosité du public. C'est essentiellement ce point-là. D'accord, c'est donc en effet beaucoup plus clair pour moi et je vous en remercie. Et donc si je reformule, dites-moi si je me trompe, vous accompagnez en investissement des écoles privées hors contrat pour se monter, et ensuite vous avez une activité marchande de formation vis-à-vis des salariés et personnels de ces établissements privés hors contrat qui représente 1,5 million d'euros par an et qui rentrent dans les produits qui sont ensuite distribués pour être financés. C'est bien ça ? Exactement. Très bien, je vous remercie. J'ai une autre série de questions, alors cette fois-ci qui concerne plutôt justement, c'est un peu plus de 6 millions et demi d'euros qui servent à financer des établissements privés hors contrat. Il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles sur votre site internet et dans vos rapports d'activité. Je souhaitais vous demander si la Fondation pour l'école finance les académies Saint-Louis. Non, la Fondation pour l'école ne finance pas les académies Saint-Louis. Et qu'est-ce qui, du coup, justifie, et ça peut être, il y a plein de réponses possibles, qu'est-ce qui, du coup, justifie que votre logo de la Fondation sur l'école ait été affiché sur le site internet des Académies Saint-Louis? C'est parce qu'il y a d'autres types de partenariats que des financements? Alors, la raison, enfin, je le suppose, puisque c'est une décision des Académies Saint-Louis d'y apposer notre logo, mais ceci dit, cela ne nous pose aucun problème. En l'occurrence, avec les Académies Saint-Louis, nous avons eu un certain nombre d'échanges, notamment, nous avons apporté un soutien technique à la mise en place de l'école courant de l'année dernière. Nous avons même un siège, ils nous ont proposé et nous ont demandé si on était d'accord pour avoir un siège à leur conseil d'administration dans le cadre de l'accompagnement. C'est effectivement la première fois, en tout cas à ma connaissance, que cette demande nous a été faite. Mais nous l'avons accepté parce que ça nous semblait complètement cohérent dans l'accompagnement d'une nouvelle école comme celle-là de pouvoir y associer. Alors notre siège n'est pas nécessairement
nécessairement, peut-être qu'au moment où ce sera stabilisé, on en sortira. Mais en tout cas, voilà. Donc je suppose que c'est la raison pour laquelle ils nous font l'honneur de mettre notre logo sur leur site internet. Mais voilà. Mais en tout cas, je réitère que nous n'avons pas financé directement les académies Saint-Louis ni l'école de Chalès. D'accord. Et quand vous dites soutien technique, pardon, je me permets de le dire tout haut, c'est une forme de mécénat de compétences. Ouais, disons qu'on apporte à l'Académie Saint-Louis la même expertise que nous apportons à toutes les écoles. J'ai pas mal développé le soutien aux écoles, qui est quelque chose qui nous, d'une part, qui nous tient beaucoup à cœur, et d'autre part, parce que le sujet de créer une école, encore une fois, c'est une certaine complexité juridique, d'organisation. La gouvernance est un point qui est extrêmement important. Et les gens qui se lancent dans ce type de projet ont souvent besoin d'un accompagnement technique sur différents sujets. Voilà. De la même manière, est-ce que la Fondation pour l'école a financé des écoles privées hors contrat se trouvant sous l'égide ou dans le giron de la Fraternité Saint-Pie-X? Alors, comme donc, oui, pour répondre, il y a deux aspects à votre question. La première, c'est que comme toutes les écoles, des écoles de la Fraternité Saint-Pie-X ou de leur cercle large peuvent demander des soutiens que nous pouvons apporter au même titre que pour toutes les autres écoles, c'est-à-dire suivre le même processus, remplir un dossier, cocher les critères, et notamment celui dont je parlais tout à l'heure, qui est que nous finançons uniquement des investissements et donc encore une fois pas les coûts opérationnels quotidiens de l'école. Donc oui, nous pouvons financer des écoles de la Fraternité Saint-Pie-X via la Fondation pour l'école. Et je rebondis sur cette question de financement d'investissement, en matière d'investissement, parce que j'avais lu dans la presse, et je voulais vous interroger, pas sur cet aspect-là, mais du coup je rebondis, que la Fondation pour l'école finançait la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot, qui a été fermée administrativement, et j'avais lu dans la presse que la Fondation pour l'école payait le loyer. Vous me confirmez donc que la Fondation pour l'école, qui finance de l'investissement, ne payait pas le loyer de l'école Pauline et Marie Jaricot? Alors, d'abord, je ne peux pas vous dire, parce que je ne connais pas par cœur la liste des écoles que nous aidons, mais il est bien possible qu'on ait aidé cette école-là. Et normalement, nous n'aidons pas pour donc non, on n'est pas censé, on paye pas le loyer. Donc il faudrait que je pourrais vous répondre par écrit à cela, mais la politique de manière très générale, même si c'est une politique interne, est de financer les investissements. C'est très clair dans vos propos. On est évidemment preneur de toute précision. J'avais deux dernières questions, et donc la question concernant la maison d'éducation Pauline et Marie Jaricot était la suivante. Cette école, qui a donc été accompagnée, financée par la Fondation pour l'école, a été fermée administrativement. Il y a eu plusieurs tentatives de la part des autorités administratives et une fermeture administrative. Comment est-ce que vous gérez ce type d'événement? Est-ce que lorsque l'un des projets que vous avez accompagné se retrouve en difficulté, pour les dire de façon pudique, d'une manière ou d'une autre, là, c'est évidemment plus qu'une difficulté. Lorsqu'il y a une décision de fermeture administrative, quelles conséquences cela a, soit sur le financement déjà accordé, soit sur les financements en cours, soit sur la suite dans l'examen de futurs éventuels dossiers, y compris sans que ce ne soit nécessairement la même structure juridique, mais une structure juridique qui pourrait être portée par les mêmes personnes? Alors, ce n'est pas nécessairement très facile de répondre à votre question, parce que pas nécessairement beaucoup d'expériences de ce type-là.
Pour ce qui est de l'impact sur les financements passés, ils ont été accordés. Il n'y a pas de moyen de revenir dessus. Il n'y a ni volonté ni moyen de revenir dessus. Je pense que ce serait un petit peu compliqué. Si l'école venait à être fermée et être fermée définitivement, de toute manière, nous n'accordons pas de soutien à des écoles qui ne sont pas ouvertes. Donc une école qui n'a pas encore ouvert n'a pas de soutien de notre part, et une école qui serait fermée n'aurait plus de soutien de notre part. C'est je pense la manière la plus facile de gérer les choses. Si maintenant, je n'ai pas de cas en tête de cela, mais je pense que si effectivement une même équipe cherchait à ouvrir une autre école et que nous sachions que c'était la même équipe, je ne pense pas que nous accorderions à nouveau notre soutien à une école qui aurait été fermée sur la demande d'un préfet ou du ministère de l'Éducation nationale. Mais encore une fois, bon, d'abord, des écoles qui ferment, il n'y en a pas nécessairement très souvent, sauf qui sont fermées. Je ne parle pas qui ferment parce qu'elles cessent leur activité pour différents sujets, mais qui sont fermées. On n'a pas nécessairement énormément de cas. Et en plus, qui nous est demandé des financements, voilà, c'est très prospectif ce que je vous dis, parce qu'on n'a pas nécessairement d'expérience sur ce sujet-là. D'accord. Et dernière question, cette fois-ci plutôt sur les financements de la Fondation pour l'école, non pas les financements que vous accordez, mais vos financements à vous. Vous avez été lauréat au titre de la Fondation à plusieurs reprises de la Nuit du bien commun, et vous avez été à ce titre financé. Pourriez-vous nous indiquer combien de fois vous avez été financé par les Nuits du bien commun et quel montant vous a été accordé ? Alors, à ma connaissance, nous n'avons jamais été lauréats ni même participé à la Nuit du bien commun. Alors, je dis ça avec la profondeur que j'ai dans ce conseil d'administration. Nous avons été lauréats une fois de ce type d'événement, mais organisé par Valeurs Actuelles, et non pas par le Fonds du bien commun. Donc, je dis ça avec mon peu de connaissances sur ce sujet-là. Je pourrais vous répondre par écrit, mais je suis quand même assez... en tout cas, ça n'a pas été le cas récemment, et à moins que vous ayez des éléments, mais je ne pense pas qu'on ait jamais participé à une nuit du Fonds du bien commun. Normalement, c'est vous qui avez les éléments. Oui, c'est moi qui les ai, mais alors pour le coup, je vous répondrai. Pareil, c'est un élément sur lequel je peux vous revenir, mais c'est un élément qu'on a évoqué il y a quelques temps, et je ne crois pas vraiment que nous ayons jamais participé à une nuit du bien commun. Eh bien là aussi, nous sommes évidemment preneurs de réponses par écrit. J'entends tout à fait le fait que vous soyez président depuis peu. Vous étiez déjà membre du conseil d'administration de la Fondation pour l'école, mais nous prenons évidemment les réponses par écrit bien volontiers. Très bien, je vais passer la parole à nos collègues. Donc Sylvie Robert. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour vos propos. Je vais en fait essayer de comprendre les fondations abritées et la façon dont vous fonctionnez. J'ai entendu, suite à la question de la rapporteure, qu'il n'y en avait pas énormément, que ces derniers temps, il n'y en a pas eu de nouvelles, que ce n'est pas une action, en tout cas, que vous développez de façon importante. Lorsque vous acceptez d'abriter une fondation, vous nous avez bien dit qu'il fallait qu'elle finalement qu'elle remplisse les objectifs, les mêmes objectifs, et ça c'est tout à fait cohérent. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous regardez comment les fondations abritées sont financées, quels sont les circuits qui sont les leurs, est-ce que vous avez des contrôles réguliers, j'imagine, est-ce que ça passe au conseil d'administration, est-ce qu'ils vous fournissent les différents éléments qui vous permettent d'apprécier ou pas comment fonctionnent ces fondations abritées. Vous avez une responsabilité en les abritant, donc je voudrais savoir finalement jusqu'où va cette responsabilité. Je vous remercie.
D'autres questions de collègues? Monsieur Vasquin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'ai lu sur votre site internet, j'ai consulté votre site et en première page, il est indiqué « Nous pouvons faire renaître le système scolaire ». Est-ce que sur ce point, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous entendez par faire renaître le système scolaire? Le deuxième point, c'est que dans votre propos liminaire, vous avez évoqué le fait que vous poussiez à innover, notamment dans le cadre de l'enseignement pédagogique, et dans le même temps, vous avez dit que vous financiez que les investissements. Donc, qu'est-ce que vous entendez également par pousser à innover dans l'enseignement pédagogique? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos relations, en tout cas les relations de la Fondation pour l'école, avec les services de l'éducation nationale? Je vous remercie. Roger Carucci. Je voulais, ça rejoint plutôt le dernier aspect de la question qui vient d'être posée, parce qu'en fait, on pose beaucoup de questions, mais bon, l'ensemble des fondations est sous le contrôle de l'État, du ministère de l'Éducation. Pardon de vous dire que moi, qui suis un pur produit de l'enseignement public, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, ça ne me choque pas du tout que l'on essaie de trouver des moyens financiers de financer l'enseignement hors contrat. Ou alors il faut l'interdire. Si on se dit que on ne veut pas de ça, il faut l'interdire. Mais si on ne l'interdit pas, et c'est juste de ne pas l'interdire, c'est tout à fait logique et normal qu'il y ait des sources de financement. Je crois comprendre, au travers de toutes les questions, que ce qui est posé en réalité, c'est pour votre fondation, est-ce que les contrôles, entre guillemets, étatiques sont de même nature que pour l'ensemble? En clair, est-ce que le hors-contrat est aussi contrôlé que le sous-contrat? Est-ce que vos liens avec l'éducation nationale sont tels qu'il y ait évidemment des contrôles réguliers, une garantie de légalité et une garantie tout court? Bon, après, moi je n'ai pas l'intense bonheur de connaître la fraternité P10, mais bon, je crois que dans l'enseignement, entre guillemets, catholique, il y a beaucoup de congrégations, il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà par elles-mêmes très contrôlées par l'État, pour des raisons diverses d'ailleurs. La République est laïque, mais elle contrôle toujours le hors-contrat. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous avez le sentiment d'être aussi contrôlé que les autres? Ou est-ce que vous avez le sentiment que, sous prétexte que vous êtes un financeur du hors-contrat, vous avez des facilités d'illégalité? Monsieur le Président, je vous laisse la sagacité de répondre à ces questions. Alors je vais essayer je vais reprendre les questions dans l'ordre. Donc concernant les fondations abritées, donc comme vous le savez, hein, les fondations abritées n'ont pas de personnalité juridique propre. C'est la personnalité juridique de la fondation. C'est pour ça que nous publions des comptes de toutes les fondations en même temps, même si au quotidien, les équipes de la Fondation pour l'école travaillent pour la Fondation pour l'école elle-même, et chaque équipe de fondation abritée travaille pour son propre périmètre. Le moyen de contrôle que nous avons est que chaque fondation abritée a un comité de gestion qui se réunit de manière, en tout cas au minimum 3 fois par an, il me semble, ça, je pourrais le vérifier 3 fois par an, dans lequel la Fondation et la Fondation pour l'école et un membre de la Fondation pour l'école est représentant de droit. C'est-à-dire que la gouvernance, enfin l'élément de gouvernance interne de chaque fondation abritée a un représentant de la Fondation pour l'école qui vérifie ce qu'elle fait. Le deuxième élément de contrôle, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure,
en tant que fondation reconnue d'utilité publique, nous devons faire certifier nos comptes par un commissaire aux comptes. Et ça ne concerne pas que les comptes de la Fondation pour l'école elle-même, mais l'ensemble des comptes de nos fondations abritées. Ce qui nous garantit quand même, entre guillemets, en deuxième rideau, la transparence et la pertinence de ce qui est fait. Ensuite, ça c'est pour la partie un peu technique. Ensuite, pour la partie qui l'est un peu moins, nous réunissons nos fondations abritées une fois par an, d'abord pour leur faire part d'un certain nombre de messages sur l'actualité, sur l'activité de la fondation elle-même, parce que on peut avoir des relations plus ou moins de proximité avec les unes ou avec les autres, mais ce qui nous permet aussi de repasser un certain nombre des messages sur les objectifs, le contexte actuel de la Fondation. Donc voilà comment nous gérons nos relations et comment nous contrôlons ce qui est fait par nos fondations abritées. Madame la Présidente, je peux demander, est-ce qu'il vous est arrivé, au regard de tout ce que vous venez de nous dire, de désabriter une fondation pour des raisons de forme, c'est-à-dire de non-respect, comme vous l'avez dit, et de fond? Oui, ça faisait partie des questions initiales de la rapporteure, cette question-là. Oui, justement. J'ai pas bien... Non, mais justement, c'est bien de... J'ai pas dû y répondre. Non, voilà, c'est ça. Ah, pour le coup, je ne l'avais pas noté, mais excusez-moi. Alors, pour le coup, il faut faire appel un peu plus à l'historique que je ne connais pas nécessairement très bien, mais il y a une fondation abritée. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, qui a été désabritée, en tout cas qui a quitté le giron de la Fondation pour l'école. C'est la Fondation Espérance Banlieue. Je crois que c'était en 2019 et que c'était lié à des divergences de vues entre les responsables de la Fondation pour l'école et les responsables d'Espérance Banlieue. Donc je ne pense pas que ça soit lié au fait que la Fondation ait estimé qu'il ne poursuivait plus le but qu'il fallait poursuivre, mais que les orientations ne convenaient plus. Et donc je crois que ça a été, on pourrait dire, une sorte de divorce à l'amiable à cette époque-là. Je dois vous avouer pas nécessairement très bien connaître cette période, parce que là, pour le coup, non seulement j'étais pas président, mais j'étais même pas administrateur. Je suis arrivé, il me semble, en 2020, donc après cet événement-là. Mais effectivement, ça peut arriver, et pour le coup, là, c'est plus prospectif. Mais si, effectivement, on avait un désalignement, le mot n'est pas très élégant, mais c'est pas grave, il se comprend bien, je pense, avec une de nos fondations abritées, oui, nous pourrions être amenés, et c'est notre décision, puisque aujourd'hui, en tant que président de la Fondation pour l'école, j'assume la responsabilité de ce qui est fait dans l'ensemble de ces fondations abritées, donc c'est bien une décision que nous pourrions être amenés à prendre si il fallait la prendre. Ce que j'espère pas, en l'occurrence. Mais... C'est une décision de conseil d'administration. Alors, c'est un point un petit peu technique, mais je n'imagine pas que ça puisse pas être un point du conseil d'administration. Je ne pense pas que ça puisse être une décision que du président de la Fondation, tout seul. Il y a assez peu de choses que le président décide tout seul, quand même. Okay. Très bien. Pour les autres en revanche, questions, mis à l'ordre du jour par le président, ça certainement, oui. Pour les autres questions? Excusez-moi. Alors ensuite, je pense que vous avez une question sur la partie de la rénovation du système éducatif. Alors, pardon ? Oui. D'abord, ce qu'on essaie de rénover, c'est ce qui va nécessairement pas très bien. Et comme j'avais quand même un petit peu anticipé ce type de questions, on a quand même un certain nombre de nos ministres de l'Éducation nationale qui, dans les dernières années, ont fait eux-mêmes le constat des difficultés du système éducatif en France ou de cet aspect-là. J'en ai retenu une ou deux. Luc Ferry, le système éducatif est en difficulté. Gilles de Robien, nous devons lutter contre l'illettrisme et l'échec scolaire. Il me semble que j'en avais noté une autre, mais je l'ai. Oui, et Jean-Michel Blanquer, nous devons élever le niveau des élèves. Donc, quelque part, aujourd'hui, et on peut le constater,
l'efficacité de l'offre scolaire en général a baissé par rapport à il y a 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, la rénovation, on a choisi ce mot relativement fort, et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai choisi, puisqu'il est dans nos statuts, hein, les statuts commencent par là, c'est qu'on pense qu'il y a un vrai travail de rénovation à faire, et ce qui va faire le lien d'ailleurs avec votre sujet sur l'innovation. L'innovation pédagogique, c'est que aujourd'hui, on constate que selon le cadre, les écoles, beaucoup d'éléments, il y a des choses qui fonctionnent moins bien ou qui ne fonctionnent plus. Et donc, il faut se reposer des questions sur comment je fais pour que demain, les choses fonctionnent mieux. Alors, ça peut être parfois à revenir à des méthodes plus anciennes qui avaient démontré leurs preuves. Ça peut être aussi profiter d'évolutions technologiques, d'évolutions plus contemporaines pour le faire. On a eu l'autre jour, là, on avait organisé une convention et on avait le débat final était un débat concernant l'IA à l'école. C'est un sujet qui est extrêmement important, tant dans les dangers que ça apporte pour la capacité à enseigner que les opportunités extraordinaires que éventuellement ça peut donner. Donc l'innovation pédagogique, c'est vraiment de se dire notre objectif, et l'objectif, je pense, de toute la communauté, elle est de réussir à transmettre aux élèves ce qu'on doit leur transmettre. Alors, bien sûr, des éléments fondamentaux comme la lecture, l'écriture, le calcul, mais aussi tout un tas d'autres éléments. Donc, c'est ce sujet-là que nous appelons l'innovation pédagogique. Oui, non, mais j'entends bien, c'est parce que j'ai du mal, enfin, vous aviez dit dans votre propos liminaire que la Fondation finançait des investissements, ce que oui. Je peux comprendre. Mais là, comme vous le dites, pour le parlementaire que je suis, ça peut apparaître comme une forme d'ingérence auprès des écoles que vous pouvez financer au titre des investissements. En termes de rénovation pédagogique, vous voyez ce que... Est-ce qu'il y a un regard, enfin, j'ai du mal à saisir le lien. Alors, effectivement, pour ce qui est des financements, on finance des investissements. Donc, effectivement, il y a besoin d'un nouveau préau, d'une nouvelle classe, de nouveaux mobiliers, etc. Le prix étincelle dont j'ai parlé tout à l'heure, il fonctionne un peu différemment puisque c'est un prix qu'on donne et avec effectivement un montant financier qui, lui, va financer ce que les écoles vont vouloir financer avec. Mais néanmoins, dans la partie soutien et rénovation, effectivement, nous pensons que les écoles qui sont en contact avec les élèves, qui sont en contact avec la réalité de chacun d'ailleurs, parce que la réalité d'une école à la campagne n'est pas la même que la réalité d'une école en ville, etc. Et donc, il faut les pousser à essayer de progresser pour que effectivement l'enseignement soit de meilleure qualité. Mais nous ne sommes pas juges, finalement, on ne se positionne pas en juge de leur innovation pédagogique. Ce qu'on veut les pousser à faire, c'est de se dire, remettons-nous aux questions systématiquement pour nous assurer qu'on donne le meilleur de ce qu'on a à un instant T. Voilà. J'espère que la réponse est clarifiée sur la frontière. Roger Carucci voulait reprendre. Là, pardon, mais c'est plus un questionnement, mais le rôle du Parlement et le rôle de cette commission n'est pas directement ou indirectement d'avoir de la suspicion à l'égard de l'enseignement hors contrat ou de l'enseignement libre, comme on dit parfois. La liberté de l'enseignement, elle est reconnue dans ce pays depuis longtemps, heureusement, et elle a été vraiment débattue. Moi, j'ai encore souvenir de ma dernière Assemblée générale de l'Inspection générale de l'éducation nationale, qui remonte une bonne quinzaine d'années, où se posait le problème du niveau de l'enseignement public, de ce que l'on pouvait faire ensemble. Et il y a eu des débats et des rencontres avec aussi bien l'enseignement privé sous contrat qu'avec l'enseignement privé hors contrat. Et moi, je comprends très bien, c'est la logique du système. Si vous êtes dans l'enseignement privé hors contrat, évidemment que votre idée, c'est de dire la pédagogie va être différente de l'enseignement public classique
Parce que sinon, si vous n'avez pas d'apport de pédagogie nouvelle, bon, autant que tout le monde aille dans l'enseignement public et puis on n'en parle plus. Donc je pense que c'est important de se dire, il y a le choix des familles, ça c'est sûr, mais il y a aussi la capacité, en ayant un enseignement privé, d'avoir des pédagogies différentes, des méthodes différentes. Et je comprends très bien que si la Fondation pour l'école ne paye que des investissements, elle paye des investissements dans un enseignement public hors contrat qui, lui, est dans une pédagogie autre. Ce n'est pas se mêler de la pédagogie de ces établissements que de dire on paye des investissements d'établissements qui sont un peu différents. C'est logique. C'est logique. Non, mais effectivement, mon propos sur le prix étincelle pouvait rendre les choses un peu moins claires. Mais voilà. Ceci dit, il est effectivement pour nous important, comme vous le dites, que se remettre en cause est à mon avis, un bon principe pour progresser. Je pense qu'il y avait une dernière question. Oui, c'est ça. Il y avait un ensemble des questions oui. de Roger Carucci sur la nature du contrôle, Exactement. la façon dont il était effectué, à la fois dans les établissements, les relations avec l'éducation nationale, de par le but même de la fondation, son but affiché. Et donc, voilà, de répondre un peu à ces questions et le sentiment que vous avez d'être plus ou moins, peut-être, contrôlé que d'autres fondations. Alors, la comparaison n'est pas nécessairement très facile pour nous parce que je n'ai aucune statistique sur le pourcentage des écoles privées sous contrat ou publiques qui sont inspectées tous les ans. C'est aussi difficile sur le monde hors contrat d'avoir des chiffres, en tout cas de notre côté. Pas mal d'écoles communiquent avec nous quand ils sont inspectés, mais pas systématiquement. On aimerait bien le systématiser, mais ce n'est pas nécessairement facile. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, on estime qu'il y a à peu près 2100 écoles hors contrat. Nous avons des liens directs avec 300-400 d'entre elles, ce qui est beaucoup, mais ce qui est peut-être aussi bien peu. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 700 inspections d'écoles hors contrat par an, ce qui veut dire qu'une école est inspectée à peu près une fois tous les 3 ans. Et ce chiffre-là est assez cohérent avec les expériences que nous avons d'écoles avec lesquelles nous avons des relations et des entretiens réguliers. Donc je ne le pose pas comme une vérité absolue, mais c'est une estimation qui est assez juste. Une deuxième estimation qu'on a, c'est qu'il y a à peu près une bonne moitié de ces inspections qui se passent bien et sur lesquelles, d'ailleurs, on a souvent du mal à obtenir les rapports d'inspection et néanmoins qu'on aimerait bien avoir parce que pour justement les prendre en exemple et pouvoir avoir cette expérience-là. Ensuite, effectivement, je vais parler d'un sentiment. Je pense qu'on a le sentiment d'être plus inspecté que les autres. Peut-être même parfois plus suspect que les autres, parce que voilà, déjà, ne serait-ce que l'appellation hors contrat, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est sans contrat avec l'État, mais ceci dit, elle pourrait dire, les gens peuvent l'interpréter comme hors cadre, etc. Donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt, nous, le vocabulaire ou le vocable école libre ou école indépendante. Maintenant, le fait est qu'elles sont hors contrat. Donc on a plutôt le sentiment, de manière générale, qu'on est plus inspecté, que c'est parfois plus sévère. On a eu parfois des inspections avec plus d'une quinzaine d'inspecteurs le même jour pour des écoles de 200, 250 élèves. Parfois, ça nous paraît un peu démesuré. Il peut y avoir des inspecteurs qui n'ont pas tous, qui peuvent être peut-être parfois un peu agressifs ou avoir peut-être une attitude qu'on peut estimer inadaptée. De manière générale, je pense que les choses se passent bien. Souvent, les écoles prennent aussi ces inspections comme des manières aussi d'identifier des choses qu'elles peuvent améliorer. Alors, parfois, les temps de réponse sont relativement courts, mais ceci dit, encore une fois, une inspection qui se passe bien, je pense que c'est une école qui progresse.
de manière générale, et ça fait partie un peu de l'élément de réponse par rapport au dernier point, c'est nos relations avec l'éducation nationale. Voilà. Alors, je vous ai parlé du plaidoyer, donc à ce titre-là, on peut avoir bien sûr nous, Fondation pour l'école, des relations en direct avec les services de l'éducation nationale. Ensuite, chaque école, une inspection avec l'inspection, le rapport, le contre-rapport, etc., sont aussi d'autres moments où il y a cela. Je pense qu'il y a un point qui est important, hein, c'est que la Fondation et les écoles hors contrat ne se positionnent pas en dehors du système, elles se positionnent comme une alternative, une offre complémentaire à l'offre éducative, et ça se passe bien. Donc voilà, je suis désolé, c'est des éléments qui ne sont pas nécessairement... j'aimerais avoir des statistiques un peu plus précises, mais c'est un domaine sur lequel nous avons du mal à en avoir. Raphaël Daubé a demandé... Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaitais faire le lien avec nos auditions d'hier et vous interroger sur la question de l'utilité publique dont vous bénéficiez. En fait, la Fondation pour l'école bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique, ce qui lui permet de collecter donc, des dons défiscalisés. Et hier, Pierre Merle, le professeur Merle, soulevait ce paradoxe qui veut que en fait, l'État finance donc finalement indirectement des établissements hors contrat qui peuvent, d'après ses travaux, et je veux bien vous entendre là-dessus, créer du séparatisme social et parfois faire la promotion de valeurs explicitement non conformes, d'après ce qu'il a dit hier, aux principes républicains. Moi, je vous pose la question très simplement. Considérez-vous que la promotion de la liberté d'enseignement, à laquelle j'adhère et que je comprends parfaitement, suffit à répondre aux critères d'intérêt général qui justifient donc votre statut d'utilité publique, même lorsque la mixité, par exemple, sociale, n'est pas garantie dans l'établissement qui est financé ou subventionné? Ça corrobore exactement la question que je souhaitais vous poser. À partir du moment où il n'y a pas de regard sur la pédagogie, il doit au moins y avoir un regard sur les résultats de cette pédagogie, fût-elle innovante. Et ça, c'est la première chose. Donc, comment on se met en situation de regarder ça? Après tout, l'utilité publique repose sur cette qualification de l'innovation en matière pédagogique qui apporterait un intérêt général, réel et un bienfait réel pour la société. Donc ça, c'est la première chose qui fonde finalement votre existence. Et le deuxième sujet, c'est le fond. C'est-à-dire jusqu'où va-t-on dans le fait de s'assurer que le fond est bien conforme au socle d'enseignement tel qu'il est prévu au plan national. Et sur cette question du fond, où est-ce qu'on comment mettez-vous en œuvre l'évaluation des résultats de l'enseignement auprès des élèves? Et puis moi, ma dernière question, elle repose sur la relation avec le cultuel et la religion, qui a été un sujet peu évoqué finalement dans cet échange que nous avons depuis le début. Et comment vous voyez la place du cultuel et donc de la religion dans le projet pédagogique, dans le projet des établissements que vous accompagnez? Des questions pas nécessairement très faciles qui nécessiteraient probablement un débat assez long. Je vais essayer néanmoins d'apporter quelques éclairages. Sur la partie de l'utilité publique. Donc d'abord, les écoles, encore une fois, qu'on appelle peut-être de manière un peu malheureuse hors contrat, ne sont pas du tout hors cadre. Il y a un cadre qui existe et qui est extrêmement précis. Notamment, vous venez parler du socle de connaissances, du code commun de connaissances. Et par exemple, dans notre formation des directeurs, je crois qui est en 5 jours, une des journées est accordée et focalisée sur ce sujet du socle des connaissances. Et je disais dans mon propos liminaire qu'un sujet pour nous est que le respect de la loi, c'est bien sûr le minimum, mais c'est un aspect qui est extrêmement important. Donc justement, ce sujet
du socle de connaissances et du cadre, il permet d'éviter au maximum qu'il y ait des dérives. Et pour le coup, c'est aussi ce qui justifie et ce qui fait que nous n'avons aucun problème ni de fond ni de forme avec le fait que les écoles soient inspectées. Il est normal que la puissance publique les inspecte, puisqu'elles agissent dans un cadre et qu'il faut vérifier que l'ensemble de ces écoles fonctionnent dans le cadre. L'utilité publique, elle vient du fait que, d'une part, elle vient servir cette liberté scolaire dont on parle et dont j'ai l'impression que tout le monde s'accorde qu'elle est un élément fondamental de notre République. Elle vient aussi, et ça va un peu faire le lien avec une de vos questions, le moyen pour nous de vérifier la pertinence et la qualité, encore une fois, des innovations pédagogiques qui ne sont pas du fait de la fondation elle-même, mais des écoles. On les voit dans la plupart des résultats, d'abord des résultats au brevet des collèges, au bac, où en général, les écoles ont des résultats qui sont plus que satisfaisants. Je ne parle pas d'avoir 100% de résultats au bac, puisque c'est même souvent le cas, mais les quantités de mentions, etc., sont en général vraiment satisfaisantes. Donc c'est d'abord un premier moyen. Ensuite, c'est aussi l'accession au supérieur, qui est de bonne facture. Alors, c'est toujours délicat. Encore une fois, on parle d'un ensemble de 2000 écoles, d'où on en connaît, encore une fois, bien, en tout cas relativement bien, 300 à 400. Donc, faire des généralités est toujours un peu dangereux. Ceci dit, je m'y aventure quand même. De manière générale, on voit que les élèves qui sortent de ces écoles-là ont des résultats scolaires qui les préparent à l'université, aux écoles préparatoires, aux grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, de manière tout à fait satisfaisante. Donc on a cette balise qui nous permet de vérifier que les choses se passent bien. Vous n'hésiterez pas à me dire si je n'ai pas complètement répondu à vos questions. Excusez-moi pour rebondir, quand même, on sait très bien que ces résultats-là sont adossés au mode de sélection des élèves, et les élèves sont, je suppose, sélectionnés sur le dossier scolaire, ou est-ce que vous avez d'autres critères qui sont plus importants que le dossier scolaire? Alors la sélection des élèves dans les écoles, je voudrais revenir quand même sur un point qui est important. La Fondation pour l'école accompagne des écoles qui organisent, et chaque école est voilà. Donc je ne peux pas vraiment faire de généralité sur la manière dont les écoles recrutent leurs élèves. Mais néanmoins, je vais quand même faire le point avec votre sujet sur l'aspect cultuel et des religions. La Fondation pour l'école est une fondation qui est apolitique et aconfessionnelle. C'est-à-dire que nous aidons des écoles confessionnelles ou non confessionnelles de manière... Donc pour nous, ce sujet-là en lui-même n'est pas un sujet. Néanmoins, il est à supposer que des parents qui mettent leurs enfants dans une école confessionnelle, c'est parce que ça a une importance pour eux et qu'ils vont chercher dans cette école-là justement des éléments qu'ils ne trouveront pas dans une école qui ne l'est pas. Donc l'aspect confessionnel, chaque école a ses caractéristiques qui fait qu'elle trouve son public. Et donc, voilà, l'aspect confessionnel, l'aspect du type de pédagogie. On a pas mal parlé de la pédagogie, et la pédagogie Montessori est une pédagogie qui revient souvent, surtout pour les plus jeunes, est un élément qui est important. Mais donc, voilà, nous, de notre côté, on continue à penser que œuvrer pour cette liberté scolaire, promouvoir des écoles justement qui le font, voilà, c'est pas non plus une science exacte. On peut avoir, voilà, il y a des écoles qui peuvent plus ou moins bien marcher. Tout ça, c'est quand même des œuvres humaines et donc imparfaites en elles-mêmes. Et donc voilà. Le socle. J'ai répondu bien à... Alors bien, il ne m'a pas de répondre à ce qualificatif. Oui, voilà, non, mais est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. Et donc, s'il n'y a pas de questions complémentaires, si. Alors, Madame la rapporteure. Quelques petites demandes de précision après vos questions. Ce sera rapide, Madame la Présidente. Je m'y engage. D'abord, quel est le niveau, parce que je crois que vous ne nous l'avez pas dit, la répartition dans les niveaux primaire, secondaire,
Vous ne savez pas. Eh ben, écoutez, Non. si vous pouvez Alors, nous envoyer c'est de manière générale, il y a plus d'écoles primaires que de collèges, que de Absolument. lycées. Oui, oui. La répartition, je la connais pas. Vous nous l'enverrez après. Mais pas ça, de problème. on pourra vous l'envoyer. Aucun problème. Dans le périmètre des écoles qu'on connaît. Que vous bien soutenez, je vous en remercie. Mhm. Deux questions. D'abord, la première, vous en avez parlé dans votre propos liminaire, parce que vous êtes FRUP avec un commissaire du gouvernement qui est membre de votre conseil d'administration. Le rapport de l'IGA qui date de 2023 faisait état d'une présence parfois erratique des commissaires du gouvernement dans les conseils d'administration des FRUP. Est-ce que au conseil d'administration dans lequel vous siégez, vous avez régulièrement la présence d'un commissaire du gouvernement? Oui. Magnifique. Oui, nous avons Mme Guerrero vient à quasiment tous nos conseils d'administration. Bah, écoutez, vous êtes dans les bons élèves. Et dernière question, je reviens sur les investissements qui sont le cœur de votre financement. Je mets de côté Étincelle après ouverture. Ça veut dire que vous n'intervenez pas dans l'achat de locaux permettant l'ouverture. À ma connaissance, non. D'accord. Je dis ça parce que sur votre site internet, il y a l'école Saint-François d'Assise à Colombes qui vous remercie pour l'achat de ces locaux auxquels vous avez contribué. J'imagine que ça veut dire qu'ils avaient déjà des locaux et que vous les avez aidés à acheter les locaux d'après. A priori, c'est... J'en fais la même déduction, mais je vous avoue de ne pas connaître ce sujet-là, mais on pourra vous le confirmer. Oui. D'accord. Mais non, déjà, c'est relativement rare qu'on arrive à aider à acheter des locaux parce que ce sont des investissements souvent supérieurs à ce qu'on est capable de faire. Mais on a... Oui, je confirme. Merci. Terminé. Très bien. Merci beaucoup de vos réponses que je me garderai bien de qualifier. En revanche, vous avez reçu un questionnaire donc, avec un certain nombre de questions auxquelles on attend une réponse écrite, complétée par les quelques questions qui vous ont été posées, notamment la répartition par niveau, Et les nuits par du les bien commun, etc. Oui, la nuit du bien commun. Vous nous ferez les questions. Pour le coup, je ne suis pas sûr. Je pense que oui, on va demander à Merci. M. Planet de vous refaire la liste complète pour que voilà. Et on vous remercie de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Merci.